Un auteur met des années à écrire un livre. Sa santé y passe, ses relations. Ses revenus sont faméliques, son esprit frôle l'abîme. Les journalistes et le public le lisent en quelques heures. Les premiers l'encensent ou le démolissent, et les seconds le lisent également avec un esprit sceptique pour se situer par rapport aux critiques. Mais au fond, tout le monde s'en fout. Fin de la parenthèse. Ce que j'aimerais et que je sais que je ne ferai pas, c'est de mettre autant de temps de lecture sur un livre que l'auteur y a consacré. Victor Hugo a mis 2 ans à écrire Les Misérables. Je mettrai 2 ans à lire Les Misérables. Que le temps d'écriture de l'auteur soit au moins égal à mon temps de lecture. On a mis des années à colliger cette collection de textes qui forment la Bible, qui veut dire, entre autres, bibliothèque. Et depuis des millénaires, s'est formée une chaîne de lecteurs qui l'arpentent, cette bibliothèque. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque, justement. Nous sommes à Montréal, le 9 septembre 2012. Mon nom est Bruno Lalande. Et il m'arrive parfois de ne pas savoir quoi vous lire. Pas que je sois en panne ou en pénurie, au contraire, vous pouvez constater. Je suis environné de milliers de livres et ma librairie en regorge tout autant. Il m'arrive parfois d'être étonné du genre de vie que je mène. Je passe de ma bibliothèque privée à ma librairie publique et il m'arrive de les confondre les unes et les autres, de ne plus savoir faire la différence entre ce qui est ma bibliothèque privée et ce qui est ma librairie publique. Alors peut-être ma librairie est devenue privée et ma bibliothèque que je partage avec vous sur YouTube est devenue publique. Alors donc ce matin, j'avais envie de vous lire 3 textes, trois passages de texte. J'hésitais entre John Berger, L'Entretemps, Réflexion sur le fascisme économique. J'hésitais également avec un livre sur la Rose Blanche, ce groupe de jeunes résistants allemands qui s'est opposé au régime hitlérien. Je ferai ici simplement une seule parenthèse pour vous dire à quel point j'ai de l'admiration pour les résistants allemands. Une admiration incroyable. Pour moi, c'est peut-être les plus grands héros de l'humanité, les résistants allemands au régime nazi. Difficile d'aller contre le groupe, difficile d'aller au complet contre une société. Et si on juge que cette société-là fait fausse route, comme l'ont jugé ces jeunes étudiants en littérature et en philo, qui ont été exécutés d'ailleurs à l'âge de 20 ans pour avoir libellé des tracts assez virulents contre le régime hitlérien, et quand rien nous y oblige, c'est juste de fermer sa gueule, de se fondre dans le décor, il faut le faire. Et Ezra Pound, Cahiers de l'Erne, que je vous montre aussi à l'écran. Donc, je n'ai pas montré la rose blanche. Je vous le montre. Voilà. Ezra Pound, Cahiers de l'Erne, donc. J'ai passé 2 heures hier soir, très tôt dans mon lit. Mon lit aussi est environné de livres. Mais je ne ferai pas de vidéo à partir de ma chambre à coucher. Et je n'inviterai pas le public à y défiler non plus. Alors, j'ai passé donc 2 heures, 2 heures et demie hier soir à lire sur Ezra Pound. Alors, finalement, j'arrête mon choix sur Ezra Pound. Et au contraire de la Rose Blanche, Ezra Pound, qui a vécu en Italie et qui a vanté les grâces, qui a vanté les qualités du régime de Mussolini et qui a lu des textes en ondes, et qui était vraiment un farouche partisan de Mussolini et qui finalement a été incarcéré dans un asile psychiatrique pendant 12 ans
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Car on ne pouvait imaginer, les Américains ne pouvaient imaginer qu'un des leurs pouvait être un opposant à leur régime. Mais ce que j'ai cru comprendre en parcourant ce cahier de l'Inde, c'est que ce n'est pas tant, oui, il admirait Mussolini, mais il n'acceptait pas la politique guerrière des Américains. Alors voilà. Alors je vous lis un passage de Drapan. C'était encore un combat que de maintenir certaines valeurs locales et particulières, une culture à part dans ce terrible maelstrom, cette terrible avalanche vers l'uniformité. Le combat se ramène à la préservation de l'âme individuelle. L'ennemi veut anéantir l'histoire et nous nous heurtons à une propagande, un lavage de cerveau, une violence, un luxe inouï. La poésie, il y a 60 ans, c'était l'art du pauvre, de l'homme au bord de la folie, ou d'un Frémont qui se baladait avec un texte grec en poche. L'homme pouvait se réfugier dans une ferme solitaire. Et puis vint le cinéma, aujourd'hui, la télévision. Tout le monde se souvient, pour ce qui est de votre action politique, que vos allocutions radiophoniques en Italie pendant la guerre, saviez-vous, en prononçant ces allocutions, que vous violiez les lois américaines? Non, ça m'a stupéfait. On m'avait fait une promesse, voyez-vous. On m'avait laissé toute liberté au micro 2 fois par semaine. On ne lui demandera rien qui soit contraire à sa conscience ou à ses devoirs de citoyen américain. Je croyais que ça suffisait. Est-ce que la loi sur la trahison ne parle pas d'aider et de soutenir l'ennemi? Et est-ce qu'un pays avec lequel on est en guerre n'est pas l'ennemi? Je croyais me battre sur un point de la Constitution. Je veux dire que j'ai peut-être été complètement idiot, mais je n'avais certainement pas conscience de commettre une trahison. J'avais lutté pendant des années pour empêcher la guerre. J'assistais à cette folie de l'Italie et de l'Amérique en guerre l'une contre l'autre. Je ne demandais sûrement pas aux troupes de se révolter. Je croyais me battre sur un problème interne de droit constitutionnel. Que quelqu'un, n'importe qui, un individu, vienne dire que je lui ai fait du tort en raison de sa race, de sa foi ou de sa culture, je l'attends avec les détails. Mon guide, To the Culture, était dédié à Basil Bunting et à Louis Zukowski, un quaker et un juif. En somme, je crois qu'une part de la conscience humaine restera en dépit de tout et sera capable de lutter contre les forces de l'inconscience. Mais par quel moyen? L'art. Dans The Spirit of Romance, vous écriviez que l'art est un fluide qui se meut au-delà et au-dessus des hommes. Oh, les moyens, je n'en sais plus rien. J'ai oublié jusqu'au nom de ce philosophe grec qui disait que rien n'existe, que si une chose existait, elle serait inconnaissable, que si un homme pouvait la connaître, il ne pourrait la communiquer. Si on vous prend au mot, le monde actuel n'est qu'un magma en perdition pour lequel n'existe aucune voie de salut. Non, c'est autre chose. Le monde contemporain n'existe pas. Rien n'existe qui soit en rapport avec le passé et l'avenir. Le monde actuel n'est que fusion, arc dans le temps. Mais je le répète, désormais, je ne sais plus rien. Je suis arrivé trop tard à l'incertitude suprême. Incroyable cette phrase-là. Hein? Je suis arrivé trop tard à l'incertitude suprême. Eh bien, on va se quitter là-dessus. On va se quitter sur cette note d'incertitude suprême. Est-ce que moi, je pense savoir quelque chose? Est-ce que vous pensez savoir quelque chose? Et le peu qu'on sait ne nous glisse-t-il pas
comme du sable entre les doigts, comme le temps qui passe, comme ce temps-là, justement, qui est figé dans les livres, et que nous déplions du temps, hein, les livres, du temps déplié. Ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Vous avez envie de visiter ou même de devenir un militant avec moi, en vous joignant à ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, dans le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.